Les enfants Tillerman, c'est encore loin, la maison, tome 1, par Cynthia Voigt. Chapitre 11. La maison de tante Scylla produisait de curieux effets sur Dissay. Pour elle, c'était toujours la maison de tante Scylla, même si elle appartenait en fait à cousine Eunice, et ne ressemblait pas du tout à cette grande maison blanche dont elle avait rêvé. Entre ses murs, le temps lui semblait se ralentir. Ou du moins, le cours de ses pensées ralentissait. Peut-être était-ce parce qu'elle s'appliquait tant à essayer de satisfaire cousine Eunice. Peut-être était-ce un effet de la routine quotidienne. Faire le ménage, les courses, préparer les repas, conduire et aller rechercher les plus jeunes, plier le linge, le repasser, le raccommoder, tenir prête une tasse de thé pour cousine Eunice à 6h moins 20 très précise. Ou peut-être encore était-ce le contre-coup de l'immense fatigue du voyage. Toujours est-il que Dissay avait l'impression que le temps se traînait et que jamais rien n'arrivait, ou presque. En réalité, ce n'était pas tout à fait vrai. Le sergent Gordeau appela un matin, alors que Dissay était seul. Il lui demanda de passer au poste de police et lui fournit toutes les instructions pour s'y rendre en bus. Elle préva, sur l'argent des courses, juste ce qu'il lui fallait pour payer son ticket et se rendit au poste, une vieille bâtisse de pierre dont les fenêtres, à l'étage, étaient garnies de barreaux de fer. Là, on la fit asseoir dans une vaste salle où s'affairaient des dizaines de personnes et on lui demanda de regarder toute une série de photos de femmes. L'une d'elles était-elle sa mère? Mais Moma n'y figurait pas. Toutes ces femmes, précisa le sergent, étaient des personnes décédées depuis environ 15 jours, 3 semaines, et toujours non identifiées. À propos, on avait retrouvé la voiture, et la police de Pewaukee allait la mettre en vente et faire parvenir l'argent à Bridgeport, pour les enfants Tillerman. Puisque Moma n'est pas sur ces photos, demanda Dissay, cela veut dire qu'elle n'est pas morte? Probablement pas, confirma le sergent. Maintenant, je vais faire la tournée des hôpitaux. Le problème, malheureusement, c'est que nous ne savons pas trop où chercher. Elle pourrait être n'importe où, à l'heure qu'il est. Si on nous avait signalé sa disparition aussitôt, ce serait 20 fois plus facile. Désolé, s'excusa Dissay. Un peu tard pour être désolé, bougonna-t-il. Son téléphone se mit à bourdonner et il fit signe à Dissay qu'elle pouvait disposer. Je te rappellerai s'il y a du nouveau, conclut-il. On rappelle que Dissay n'a pas prévenu la police, parce que déjà elle n'avait pas confiance en la police, et ensuite sa crainte c'est d'être séparée de ses frères et de sa sœur. Alors maintenant c'est plus le cas en France, mais pendant longtemps, quand les enfants étaient placés à l'assistance publique, à l'assistance publique, on séparait les fratries. Super, hein, jusqu'au bout. Il y a plein d'autres scandales en France sur la question des enfants placés. Mais est-ce qu'on veut rentrer là-dedans et se plomber le moral? Je ne pense pas. Dissay n'avait guère le temps de songer à sa petite famille. James, elle le savait, était on ne peut plus heureux. Tous les soirs, en rentrant, il se plongeait dans ses devoirs et dans ses livres, et le matin, c'était en courant qu'il franchissait la lourde porte de l'école. De temps à autre, il tenait à informer Dissay de quelques faits passionnants qu'il venait d'apprendre. C'est ainsi qu'il lui parla du trésor d'Alaric, un trésor disparu depuis des siècles, à l'époque où Rome gouvernait le monde et où l'Amérique n'avait pas été découverte. Nul n'avait pu retrouver ce trésor depuis, tant Alaric l'avait bien caché. Il avait détourné une rivière de son cours, enfoui son trésor sous la terre, au fond du lit mis à sec, puis fait reprendre son cours normal à la rivière. Le trésor était toujours enfoui quelque part sous un fleuve en Italie. Seul Alaric en connaissait le site. Il avait même tué tous ceux qui l'avaient aidé afin qu'ils ne puissent pas parler. James passait des heures, penché sur la carte de l'Italie de son livre d'histoire, à se demander où pouvait bien être caché ce trésor. Il était toujours disposé à parler à Dissay de ce qu'il étudiait pour l'heure, mais il n'était guère question de discuter d'autre chose avec lui. Sammy, par contre, devenait franchement accaparant. Lorsque Dissay venait le chercher, en fin d'après-midi, il se jetait sur elle et se pendait à son bras pour l'entraîner loin de ce portail où elle l'attendait. Maybeth, à ses côtés, sage et muette. « Tu viens ?» disait-il. « Viens, on va jouer. Tu ne m'attraperas pas. Premier arrivé au poteau. » Après le repas du soir, il venait se tortiller sur ses genoux, faire le fou avec elle, infatigable.
Et le soir, il tenait à toute force à se faire border dans son lit, comme lorsqu'il était tout petit. Enfin, il a que 6 ans, hein, Samy, hein, on n'oublie pas. Maybeth demeurait Maybeth. Silencieuse et calme, elle accompagnait cousine Eunice à la messe le dimanche dans une robe rose à fronce que cousine Eunice lui avait achetée avec des gants blancs et un petit chapeau de paille à fleurs. Elle avait même un petit sac à main blanc en vinyle. Cousine Eunice s'était prise d'affection pour elle. Dissa se demandait si elle n'était pas en train de perdre un peu le contact avec ses frères et sœurs. Elle avait feuilleté les albums photos de la petite bibliothèque avec l'impression vague d'y rechercher quelque chose. Elle ne savait quoi. Il n'y avait que 2 photos datant de l'enfance de tante Scylla, du temps où elle vivait à Chrisfield. La première était l'un de ces portraits de famille pris par un photographe de métier, l'image fortement jaunie d'un homme à la longue barbe et d'une femme au chignon en brioche, un bébé sur les genoux. À côté d'elle se tenait une fille de l'âge de 10 ans, au sourire un peu nunuche. Sous le cliché pâli, Dissay reconnut l'écriture en arabesque de tante Scylla. Père, mère, Abigail et moi. Dissay conclut qu'Abigail devait être le bébé, puisque cousine Eunice avait dit que tante Scylla avait 12 ans de plus que sa sœur. La seconde photographie avait dû être prise à l'occasion d'un anniversaire, un gros gâteau surmonté de bougies occupant le centre de l'image. On y voyait une jolie jeune fille, en robe d'été blanche, s'apprêter à couper le gâteau. À côté d'elle, sur la gauche, on reconnaissait ses parents. La barbe du père était devenue blanche et la mère s'était empâtée. Sur la droite, un peu en retrait, une petite fille brune, toute bouclée, avait plutôt l'air de bouder. Tout le monde souriait, sauf elle. Les mains derrière le dos, elle regardait le gâteau d'un air refrogné. On aurait presque pu jurer qu'elle serrait les poings. La belle jeune fille, disait la légende, était tante Scylla. La petite fille refrognée, Abigail, leur grand-mère. Un après-midi, Dissa décida de partir en avance chercher James. Elle entra résolument dans le bâtiment scolaire plutôt que de se cantonner à la cour de récréation où James l'attendait d'habitude. Elle trouva le père Joseph dans un petit bureau, occupé à corriger des devoirs. « Nous sommes très satisfaits de James », lui annonça-t-il d'emblée. « Mais assis-toi donc. » Il lui présenta une chaise. « Alors, comment ça marche pour vous ? Il va y avoir une quinzaine de jours que vous êtes chez votre cousine à présent, n'est-ce pas ? » « Oui, » dit Dissay. « Mais peut-être as-tu un problème pour venir me voir comme ça ? » « Oh, au fait, j'y pense. » Il avait l'air de songer soudain à quelque chose qui lui avait échappé. « Je voulais te voir, de toute façon, sans jamais trouver le moyen de le faire. Je suis bien content que tu sois venu. Par quoi commençons-nous ? Par ton affaire ou par la mienne ? Ou par la mienne ? Mais vous venez de dire que vous êtes content de James, s'inquiéta Dissay. Et lui, il est heureux ici, incroyablement heureux. Oui, oui, pour James, c'est parfait, pas de problème, assura le père Joseph en refermant son carnet de notes et en croisant les mains. Mais dis-moi plutôt ce qui t'amène. Je me demandais si vous aviez des nouvelles de la famille de nos grands-parents à Chrisfield. Vous aviez dit que vous vous renseigneriez par l'intermédiaire de la paroisse. Elle n'écoutait même pas ce qu'elle disait. Ses pensées galopaient fébriles. Était-ce Maybeth qui posait des problèmes ? Ou Samy ? Ou les deux ? Samy avait certainement des difficultés au centre aéré. Elle l'avait perçu depuis le début. « Que sais-tu de la famille de ta mère ?» demandait le père Joseph. Mais rien. Moma n'en parlait jamais. Absolument jamais. Sauf de tante Scylla. Et encore, ce qu'elle croyait en savoir ne correspondait même pas à la réalité. Mais Moma ne le savait. J'ai trouvé une photo de ma grand-mère dans un des albums de tante Scylla, mais elle avait tout juste l'âge de Maybeth, alors. Quant à cousine Eunice, elle ne sait rien. Et vous ? Vous avez découvert quelque chose ? Oui, mais ça n'a pas été facile parce qu'ils ne sont pas de confession catholique. S'ils faisaient partie des paroissiens, là-bas, ce serait beaucoup plus simple. Enfin. Ta grand-mère s'appelle Abigail Tillerman. Ça, je le sais. Il y avait son nom sous une des photos de l'album. Elle habite une petite ferme aux environs de Chrisfield. Elle y vit absolument seule. Son mari est mort voilà des années. Il n'avait donc pas de grand-père. Comme je le disais, ce ne sont pas des paroissiens, mais Chrisfield est une petite bourgade et tout le monde se connaît, ou peu s'en faut. Aussi, le prêtre là-bas
A-t-il pu poser quelques questions aux plus âgés de ses fidèles? Certains ont bien connu les Tillerman. Aucun n'a été de leurs amis, apparemment, et il semble bien que les Tillerman n'aient guère eu d'amis. Enfin, il y a tout de même quelques-uns qui ont pu fournir certains détails. John et Abigail Tillerman ont eu 3 enfants. Un fils prénommé John, comme son père. Il semblerait qu'il soit en Californie. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis des années, pas même sa mère, à ce qu'il paraît. Depuis 20 ans au moins. Un second fils est mort au Vietnam. Tu as entendu parler de la guerre du Vietnam, j'imagine? Oui, dit Dissay. Elle en avait entendu parler. C'était bien tout. Mais James pourrait lui fournir des détails sûrement. Il suffirait de lui poser la question. Enfin, ils ont eu une fille, ta mère. Il semble qu'elle ait quitté le domicile paternel à 21 ans pour suivre un matelot de la marine marchande, un certain Francis Vereker. Mon père? Demanda Dissay. L'homme qui la prenait sur ses épaules et l'appelait son petit bouchon? Oui, confirma le père Joseph en se frottant un œil. Du moins, c'est le nom qui figurait sur vos actes de naissance, à Provincetown. Je n'ai aucune raison de croire qu'il n'est pas votre père, à tous les 4. Les services de recherche de la police essayent de retrouver sa trace, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. Il avait déjà effectué des recherches à son propos, il y a quelques années. Apparemment, il a disparu dans la nature. Ça m'est bien égal, laissa tomber Dissay. Je m'en moque. Pas moi, coupa sèchement le père Joseph. Dissay leva les yeux. Elle devina, derrière cet homme distant, un souci réel et sincère pour eux, les enfants déracinés. Pour la première fois depuis leur arrivée à Bridgeport, elle éprouva de la reconnaissance envers quelqu'un, profondément. Dissay, reprit le père Joseph, j'en ai appris davantage, vois-tu, mais ce sont des choses plutôt désagréables. Préfères-tu ne pas les entendre? Oui, je préférerais. Seulement il faut que je sache la vérité. C'est ce que je pensais. Je dois te dire, le foyer où a grandi ta mère, apparemment, n'était pas un foyer heureux. Comprends-tu ce que j'entends par là? Je crois, hésita Dissay. Nous, justement, nous étions heureux. Nous l'étions, que vous le croyiez ou non. Je vais te dire, c'est bizarre, mais je te crois. Dissay sourit. D'ailleurs, petite illustration, regardez l'écran. Elle a pas l'air de sourire, là. Hein. Et là, c'est Père Joseph. Ah, il a des poils sur les mains, Père Joseph. Voilà. Ça, c'est Dissay. Par exemple, à l'école, poursuivait-elle, j'avais des camarades qui détestaient leurs parents, toute leur famille même, c'était visible. Ce n'était pas seulement qu'ils leur en voulaient, mais bien qu'ils les détestaient. Il n'y avait pas d'autre mot. Je ne sais pas trop comment dire, mais on sentait qu'ils n'étaient pas heureux chez eux. Allons, je constate que James n'est pas le seul à ne pas avoir ses yeux dans sa poche dans la famille, sourit le père Joseph. Dissay sourit légèrement. James est le plus doué, et de loin. Moi, simplement, j'ai le sens pratique. Oui, eh bien, vois-tu ce foyer où a grandi ta mère, il semble bien qu'il y ait souffert de ce malheur-là. D'après le prêtre de là-bas, plus exactement d'après ceux qui l'ont renseigné, la faute en revenait surtout au père. Il était dur à ce qu'on disait, mais n'oublie pas, il s'agit de propos rapportés. On raconte que ton grand-père était un homme inflexible, manquant totalement de souplesse, notamment avec ses enfants. Toujours certain d'avoir raison de plein droit. Cruel, le cas échéant. Mais là encore, ce sont des on-dit. Et apparemment ta grand-mère le laissait faire comme il l'entendait. Nul ne semble avoir su vraiment ce qu'elle pensait. Elle ne parlait jamais des affaires de la famille. Ce qui semble certain, c'est que ses fils, dès l'âge de 8 ans, abattaient la besogne d'un homme, que ton grand-père les fouettait en cas d'incartade et ne tolérait pas la moindre désobéissance. Il était toujours en bisbille avec ses voisins, toujours furieux, sans doute haineux aussi. Et elle, ta grand-mère, elle était, semble-t-il, de ces femmes qui s'en tiennent strictement à la règle édictée par leur mari. Peut-être estimait-elle qu'il avait raison, ou bien, sait-on jamais? Peu importe, de toute façon, du moment que le résultat est le même. Oui, tu disais vrai, tu as bel et bien le sens pratique. Je n'ai pas eu le choix.
Bref, justement, pour s'en tenir à l'aspect pratique des choses, l'un de vos oncles est mort, votre mère a disparu, et je ne pense pas que votre oncle John tienne tellement à ce qu'on le retrouve. Il ne vous reste donc que votre cousine Eunice. Et notre grand-mère, songea Dissay, pourquoi l'éliminer d'entrée de jeu? Mais elle n'osa pas formuler cette question à voix haute. Quelle famille? Soupira-t-elle après un silence. Tu sais, dit le père Joseph, on ne peut pas juger de loin, comme ça. Il aurait fallu y être et voir comment tout cela s'est passé. Allons, protesta Dissay. Et mon maquis. Pourtant nous étions heureux avec elle. Elle s'occupait très bien de nous, de son mieux en tout cas. Oui, je le crois d'une certaine façon, murmura le père Joseph. Mais tout de même, ajouta-t-il prudemment en posant sur Dissay ce regard brun clair, on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y aurait pas une certaine fragilité mentale dans la famille. Dissay se raidit. Lisait-il sa pensée? Cet isolement total dans lequel vit ta grand-mère, elle n'a même pas le téléphone. Aussi le prêtre est-il venu de Crisfield pour parler avec elle. Elle n'a jamais voulu le laisser entrer. Il semble qu'elle ait poussé des cris stridents pour ne pas entendre ce qu'il voulait lui dire. Dissay se souvint du comportement anormal de sa mère et des idées de James sur l'hérédité des troubles mentaux. « Si je me permets de t'en parler, dis-toi bien, poursuivait le père, que c'est précisément parce que tu n'as pas l'air d'avoir hérité de cette fragilité. » Vous en êtes sûr? Non, évidemment, personne n'est certain de ces choses-là. Mais dis-toi que tu viens de passer déjà par plus d'épreuves que bien des gens n'en subiront de toute leur vie. Toi et James, vous deux du moins, il semble bien que vous ayez cette force, cette solidité qui permet de résister et de ne pas renoncer, de ne jamais baisser les bras. N'est-ce pas cela, la santé mentale? Alors pourtant, moi franchement, je trouve, petite parenthèse, des 4 gamins, James, c'est celui qui a le moins de morale, hein, déjà. C'est lui qui était prêt à voler tout le monde et tout. James, pour moi, après, ça veut rien dire. On est quand même, attention, période très psychophobe. Ça n'a pas changé, mais il n'y a qu'à voir les films de l'époque. Ça peut vous remuer, ce qui va suivre. Je ne sais pas, avoua Dissay. Moi, je suis d'accord. La santé mentale, c'est pas juste tout tanker sans rien dire. Si ça, c'est la santé mentale, bah, elle va pas tenir très longtemps. Très honnêtement. C'est quoi la santé mentale? Franchement, je n'ai aucune idée. Si vous avez la réponse, je prends. Elle esquissa le geste de se lever pour prendre congé, la tête pleine de tout ce qu'elle venait d'entendre. Il l'arrêta, reprenant la parole. Par contre, nous nous faisons du souci pour Maybeth. Elle est très en retard par rapport aux enfants de son âge. Elle ne parle pas. Elle ne sait ni lire ni compter. On y revenait. Si, elle sait lire et compter, rectifia Dissay en se rasseyant. Mais si, je vous assure. Simplement, ce sont des choses qu'elle ne fera jamais en présence d'inconnus. Chez nous aussi, c'était pareil. Sa maîtresse disait qu'elle ne savait pas faire ceci, pas faire cela, mais à la maison, avec moi ou avec James, elle le faisait. Vous ne voulez pas me croire? J'avoue que non. Vous ne vouliez pas me croire non plus quand je vous disais que nous étions du même père, lui rappela Dissay. C'est vrai. Maybeth, ce qu'il lui faut, c'est du temps pour s'acclimater. Combien de temps? Et puis, il y a Sammy aussi. Les frères me disent qu'il a beaucoup de mal à s'intégrer. Il est volontairement agressif envers les autres et difficile à diriger. Il joue seul parce que les autres l'évitent. Mais il a 6 ans, le gamin! Dissay avala un soupir. C'est Sammy qui a le plus souffert quand Moma a disparu. Et avant ça, la vie était dure pour lui. D'abord parce que c'est de lui que Moma s'occupait le plus quand elle a commencé à ne plus trop savoir où elle en était. Mais aussi à l'école, parce qu'il venait après Maybeth et que les autres disaient des tas de choses sur Moma. James me l'a dit. Les garçons lui faisaient une vie infernale. Et James? Personne ne lui faisait de misère. Probablement que si, mais moins d'abord parce qu'il est très bon élève
Et ensuite parce que lui, les insultes ne l'atteignent pas. Il les ignore, c'est tout. Moi, je pense, on me laissait la paix parce qu'on savait que j'étais capable de me défendre, et fort. Mais ce n'était pas le cas pour Samy. Plus exactement, bien sûr, oui, il est capable de se battre, mais avec moins de rage que moi, au fond. Le père Joseph eut un sourire. Quand il était petit, il était toujours en train de rire et de réclamer des câlins. Et il aimait tout le monde. Et c'est comme ça qu'il est en réalité. Il lui arrive de l'être encore. Ces dernières semaines, quand on était en route pour ici, on a souvent retrouvé le Samy d'autrefois. Samy est un enfant difficile, déclara le père Joseph. Ce n'est pas la peine de se mettre la tête sous l'aile, mais je pense qu'en effet son agressivité s'explique. Il aurait besoin d'un foyer stable et chaleureux. Comme nous tous, songea Dissay. Elle releva les yeux sur le père Joseph. Je l'aime bien. Ah, t'as été bloqué, Ritou. Attends, je t'accepte. Ça me rappelle mon deuxième en CE1. La maîtresse qui nous convoque parce que il ne sait pas lire ni écrire, mais en fait, il n'avait pas eu ce souci en CP l'année d'avant. Et il faisait tous les devoirs de lecture et d'écriture à la maison sans souci. C'est juste que cette vieille connasse terrorisait les élèves. Est-ce que tu as brûlé la maîtresse? Important, ça. Il aurait dû avoir Lobster comme maîtresse. Il aurait été heureux, je pense. Donc là, elle a dit qu'elle aimait bien Samy. Je l'aime bien, moi, Samy, songea Dissay. Non, ça, elle l'a dit, pardon. C'est tout naturel, dit-il. Je le comprends fort bien. Cela dit, il faut que tu songes aussi un peu à toi, et que tu admettes que tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Je pense qu'il va falloir envisager votre placement en famille d'adoption ou chez des parents nourriciers. De ce point de vue, d'ailleurs, malgré son comportement, Samy sera le moins difficile à placer. On risque d'avoir plus de mal pour Maybeth. Une enfant retardée, elle n'est pas retardée. Elle en a les symptômes, soutint le père patient. Et puis il y a toi, et tu es déjà grande. Ce n'est pas facile non plus de trouver quelque chose pour une fille de ton âge. Votre cousine a... Je ne sais pas du tout où en sont ses projets maintenant. Dissay ne voyait pas à quoi il pouvait faire allusion. Elle eut un geste vague. James aussi est un peu grand pour une adoption, mais on pourrait le garder ici à l'école, quitte à le confier à l'une de nos familles alentours. Brillant comme il est, il n'y aurait pas de problème. C'est bien des parents qui agissent quand leurs enfants se font harceler à l'école par des gens pas gentils, que ce soit des élèves ou des profs. Bravo, Ritou. Dissay ne savait que répondre. Réfléchis à tout cela. Je sais que tu n'en as pas envie, mais tu dois envisager ces éventualités. Et pense à toi. Tu es encore une enfant. Une enfant? Dissay avait l'impression d'avoir 100 ans. Elle se leva. Elle savait qu'elle aurait dû le remercier, mais elle avait la gorge nouée. Elle sortit de la pièce sans un mot. Ce même après-midi, par la poste, Dissay reçut un chèque de 57 $ de la part de la police municipale de Pewaukee. Le document qui l'accompagnait indiquait « Produit de la vente d'une conduite intérieure Chevrolet 1963, après déduction des frais ». Dissay regarda le chèque et ne put retenir un sourire de joie. Le premier, lui semblait-il, depuis des jours et des jours. Et maintenant, cet argent, qu'allait-elle en faire? Elle pouvait le donner à cousine Eunice, et peut-être cette dernière trouverait-elle un peu moins dur d'avoir dû recueillir les enfants Tillerman. Ou bien faire l'emplette pour Maybeth et elle d'une paire de blue jeans chacune. Ainsi se sentirait-elle plus à l'aise. Ou encore, Dissay pouvait cacher cette fortune quelque part, pour un emploi ultérieur qui restait à définir. En réalité, cet argent revenait de plein droit à cousine Eunice, qui les logeait et les nourrissait. Mais Dissay ne put se résigner à le lui remettre. Elle s'empressa d'aller convertir le chèque en argent liquide auprès du gérant du magasin d'alimentation, qui la connaissait bien, et elle dissimula les billets au fond de la boîte à chaussures qui avait contenu les petits souliers dans lesquels Maybeth allait à l'église. Ah, gros burn-out. Un peu dur pour elle. J'espère que maintenant elle va mieux. Cette idée qu'elle avait de l'argent transformait sa vision des choses. Elle se mit à réfléchir aux moyens d'en gagner davantage durant la journée.
En s'activant un peu, elle pourrait certainement consacrer moins de temps aux tâches ménagères et avoir ainsi quelques moments libres. Dissay se sentait redevenir elle-même. Malheureusement, à 13 ans, le choix n'était pas grand. Elle se creusa la tête des heures durant, et le souvenir lui revint qu'elle savait laver les grandes baies vitrées. Après tout, elle l'avait fait une fois, elle pouvait le refaire. Elle décida d'essayer. Si ça ne marchait pas, elle chercherait autre chose. Le premier endroit où elle proposa ses services fut le magasin d'alimentation du coin de la rue. Le propriétaire gérant, M. Platernis, avait pris Dissay en amitié. Elle se sentait en confiance avec lui. Elle offrit de lui laver ses vitrines 3 fois par semaine, moyennant une rétribution de $2 chaque fois. Il la regarda attentivement. Mes vitrines, je n'en ai que 2, dit-il. Peut-être, mais elles sont grandes. Je les nettoierai à fond, intérieur et extérieur, et je remettrai la marchandise en place après le travail. Les boîtes et les aliments pour chiens et tout ça. Il te faudra tout un équipement, dit-il. Un racloir à long manche, un seau, du produit. Si j'étais certaine de les utiliser, fit-elle observer, je les achèterais, pas de problème. Je les achèterais ici. J'achèterai ici toutes mes fournitures. Tu comptes te mettre dans les affaires? Et pourquoi pas? Il parut réfléchir. Tout de même, $2, ça fait beaucoup. Mais un magasin aux vitres impeccables, ça attire les clients, surtout un magasin d'alimentation. Vous auriez plus de monde, je parie. Je peux nettoyer mes vitres moi-même. 3 fois par semaine, c'est qu'elles se salissent joliment vite. Je sais, oh je le sais bien. Que dirais-tu d'une période d'essai, mettons, d'une semaine? De 2 semaines, rectifia Dissay. Sinon, je ne rentre même pas dans mes frais d'équipement. Il se mit à rire. Entendu, 2 semaines. Et si tu veux, je peux demander aux commerçants du quartier s'il y en a qui seraient intéressés. On ne sait jamais. Vous feriez ça, monsieur Platernis? S'écria Dissay rayonnante. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Avant la fin de la semaine, à la suite de transactions du même style, Dissay avait 6 clients réguliers. Elle s'affaira à nettoyer les vitrines des poussières grasses de la rue. Elle avait pour clientèle 2 magasins d'alimentation bazar, une quincaillerie, une boutique de chaussures, un bureau de prêt, un magasin de vêtements. Le magasin de vêtements était le plus intéressant sur le plan lucratif. 4 grandes baies vitrées à laver 3 fois par semaine. Elle en retirait $12. Si elle y ajoutait les $6 gagnés chez M. Platernis et $4 chez chacun de ses autres clients, elle arrivait à la somme de $35 par semaine. Il fallait en retirer $5 par semaine, le coût du produit lave-glace, le seau et le racloir acheté une fois pour toutes. Le coût du produit lave-glace. J'ai pas vu qu'il y avait un point virgule. Le seau et le racloir, achetés une fois pour toutes, n'alourdissaient pas ses frais. M. Platernis lui avait gentiment donné la permission d'entreposer son matériel dans son propre placard. Pour garder l'œil sur elle, disait-il. En fait, il lui faisait confiance et il n'avait pas tort. Dissay aimait son travail et l'idée de gagner de l'argent lui donnait des ailes. La petite cagnotte de la boîte à chaussures s'arrondit tout doucement. Le moral de Dissay remontait en proportion. Elle travaillait ferme. Pourtant, elle se sentait plus d'énergie qu'auparavant. La chaleur de juillet tournait à la torpeur lourde, mais il en aurait fallu davantage pour ralentir Dissay. M. Platernis s'émerveillait de son tonus. « Toi, tu as dû naître sous les tropiques, » lui disait-il en épongeant son visage trempé de sueur. Il lui arrivait bien souvent, s'il avait un peu de temps libre, de sortir faire la causette avec elle pendant qu'elle nettoyait ses vitres. Il l'aidait à replacer les boîtes de soupe et les sacs de croquettes pour chiens, une fois le travail terminé. « J'aime avoir quelque chose à faire, » lui confia un jour Dissay. « Je veux bien te croire, mais j'aurais juré que c'était pas l'ouvrage qui te manque chez Miss Logan, avec toute cette petite famille. Depuis que vous êtes arrivé, je ne l'ai pas vue une seule fois, sauf évidemment quand elle passe dans la rue. C'est toi qui fais toutes les courses et une bonne partie du reste, j'imagine. » C'est du boulot, reconnut Dissay. Mais ce n'est pas pareil. Tu n'aimes pas trop tenir une maison, conclut M. Platernis. Qui aime ça à 13 ans? Tu vas voir, Lordia, tu vas voir. Dissay ne voulut pas le contredire, mais elle savait que ce n'était pas l'exacte réalité. Les tâches ménagères, elle n'avait rien contre. Après tout, à Provincetown, il y avait bien longtemps que c'était elle qui en accomplissait le plus gros à la maison. Mais il était vrai que Moma était moitié moins pointilleuse que cousine Eunice. Simplement, ici, ce qu'elle trouvait le plus pénible, c'était de toujours devoir songer à manifester de la reconnaissance.
Vous entendez bien les bruits d'oiseaux et tout? Elle écorna sa fortune toute neuve pour se procurer 3 cartes. Une du Connecticut, une de New York et du New Jersey, une autre du Maryland et du Delaware. Elle repéra Chrisfield sans peine tout en bas du Maryland, en face de la baie Chesapeake. Un soir, au dîner, elle essaya d'en découvrir plus sur sa grand-mère. « Avez-vous jamais rendu visite à la famille de votre mère ?» demanda-t-elle à cousine Eunice. Cousine Eunice parut stupéfaite. Bien sûr que non, mais elle assurait qu'elle n'avait aucune envie de retourner là-bas. Et jamais elle ne m'aurait laissé m'en approcher. Sammy, comment te tiens-tu? On porte sa fourchette à sa bouche, et non sa bouche à sa fourchette. Son regard indigné derrière les lunettes revint sur Dissay. Vous feriez mieux, tous autant que vous êtes, d'utiliser votre énergie à essayer de vous tenir bien à table, plutôt qu'à me tracasser comme vous le faites. Vous croyez que je n'ai pas assez de soucis comme ça? Dissay passa en revue la tablée d'un bref coup d'œil. Maybeth venait de se redresser et elle adressait à Dissay un sourire furtif, mi-penaud, mi-sainte, mi-touche. Ce n'est pas comme si je n'avais rien à faire, poursuivait cousine Eunice. Et en plus de tout ça, elle hésita, parut se souvenir de quelque chose. Sammy, qu'est-ce que c'est que cette éraflure là sur ta main? Tu t'es coupé? Sammy acquiesça, la bouche pleine. Comment as-tu fait ton compte? Sammy avait avalé sa bouchée, mais il ne répondit pas. Son front avait pris le pli buté des heures sombres. Sammy, je t'ai posé une question, insista cousine Eunice. Comment t'es-tu coupé? Je me souviens plus. Tu mens. Comment tu le sais? Lança Sammy. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Comment tu t'es coupé, voilà tout. Pourquoi tu le demandes alors? Maybeth piqua du nez sur son assiette. Dissay regarda Sammy le cœur battant. Malgré elle, elle ne lui donnait pas tout à fait tort. Mais si seulement il voulait bien se taire. Cousine Eunice pinça les lèvres de vilaine façon. Ne me réponds pas sur ce ton-là, Sammy, siffla-t-elle. Je ne supporterai pas l'insolence, tu m'entends? Hein? Si je t'ai posé la question, c'est que je voulais savoir ce que tu allais me répondre, acheva-t-elle piteusement. Je n'ai rien répondu, souligna Sammy. Et c'était pourquoi, cette bagarre? Pour rien. Sammy, intervint Dissay. Cousine Eunice tient à entendre ta version de l'affaire. Je sais plus, s'enferra Sammy. Dissay se sentit des envies de se jeter sur lui et de le secouer comme un prunier. Et qui a gagné, au fait? S'informa James. James! Cria cousine Eunice. Moi, répondit Sammy, tout fier en relevant la tête. Cela n'a aucune espèce d'importance, coupa cousine Eunice, qui s'efforçait de se dominer. Cela n'y change rien. Si, c'est important, songea Dissay. Pour Sammy. Je ne veux pas que tu te battes, plus jamais, tu m'entends? Annonça cousine Eunice. Tu vas me promettre tout de suite de ne plus le faire. Sammy mastiquait en silence, les yeux rivés à son assiette. Au moins, il ne disait plus rien. Sammy, dit cousine Eunice sur le ton de l'avertissement, je viens de te demander quelque chose. Sammy secoua la tête sans équivoque. C'était non. En ce cas, terminé, tu quittes la table et tu vas dans ta chambre, tout de suite. La voix de cousine Eunice chevrotait de colère, mais d'épuisement aussi. Tu racontes des mensonges. Tu refuses de me promettre de ne plus te battre. Je ne veux plus de toi à ma table. Tant pis. Sammy se leva de sa chaise et quitta la pièce en traînant les pieds. Ils l'entendirent gravir à pas lourds l'escalier de bois, puis sa porte claqua violemment. Vraiment, je ne sais plus que faire ni que penser, soupira cousine Eunice en secouant ses bouclettes. Enfin, du moins, j'entends dire grand bien de James. Il semble que James fasse grosse impression sur les frères. Elle lui dédia un sourire. James semblait hésiter entre le désir de dire quelque chose d'insolent et celui de savourer le compliment. Dissay le regardait inquiète. James est doué?
dit-elle dans l'espoir de faire basculer la balance du bon côté. Oh, mais il n'y a pas que ça, dit cousine Eunice. James a un excellent comportement, lui. Il fait honneur à la famille. C'est une bonne école, finit par dire James. Et Dissay eut un soupir de soulagement. James capta son regard, agita ses sourcils en une parfaite imitation de Windy et poursuivit. Quand on pense à tout ce qu'il y a à apprendre, si on veut comprendre un peu le monde, l'histoire, les sciences, des tas de choses, les frères disent que c'est une des raisons de vivre de l'être humain à apprendre, pour essayer de mieux comprendre l'œuvre de Dieu. Il paraît qu'il y a des tas de gens qui se méfient du savoir et de la science. C'est idiot, ils se trompent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce dont je suis sûre, dit cousine Eunice, c'est que Dieu aime voir les enfants s'appliquer, apprendre leurs leçons et se tenir bien à l'école. James prit son temps pour répondre. Oui, je pense qu'on peut dire ça, mais ce n'est pas comme ça que les frères présentent les choses pour ce qui est d'apprendre. Ils n'en font pas un devoir, je veux dire, plutôt un plaisir, un cadeau, une grâce, comme ils disent. Je ne suis pas sûre que tu aies bien compris, dit cousine Eunice. Une grâce, ça m'étonnerait un peu. Ce n'est pas ce qu'en disent les évangiles, en tout cas. Je ne crois pas. J'ai toujours compris que le plus important, le meilleur même, c'était le devoir. James eut un haussement d'épaules. J'ai peut-être simplement de la chance, suggéra-t-il. La chance de prendre plaisir à apprendre. Cousine Eunice sourit. L'atmosphère s'était détendue autour de la table. Mais Samy n'avait à peu près rien mangé et il était là-haut dans sa chambre. Dissay s'efforça de penser à autre chose. C'était de sa faute à lui, après tout. S'il était un peu moins buté. Mais Dissay se souvenait d'avoir elle aussi, plus petite, pris part à de sérieuses bagarres, ou du moins à de fameux crépages de chignons. Jamais il n'en avait été question à la maison. C'étaient de choses qui ne regardaient que les combattants, pas les autres, ni les adultes. Maman ne posait pas de questions, même lorsqu'un œil au beurre noir racontait à lui seul la moitié de l'histoire. Quel besoin avait cousine Eunice de mettre l'affaire sur le tapis? La vaisselle faite, Maybeth bordée, Samy dormait déjà dans la chambre à côté, et James s'attablait à ses devoirs, cousine Eunice appela Dissay à la cuisine. Dissay vit au premier coup d'œil les 2 tasses de thé sur la table, et, sans savoir pourquoi, elle se sentit prise d'une inquiétude sourde. Petite illustration. Voilà à quoi ressemble la cousine Eunice. Elle vous inspire confiance, cette dame? Assis-toi, Dissay, cria cousine Eunice. Elle portait encore l'une de ses robes noires. Dissay ne l'avait pas vue porter une autre couleur. Elle regardait Dissay à travers ses lunettes bien essuyées. Dissay s'assit, embarrassé. « J'ai parlé au père Joseph aujourd'hui. »« Ah, je ne savais pas, » articula Dissay. « Allons bon, encore quelque chose qu'il allait de travers. »« Mais quoi ?»« Il m'avait invité à déjeuner. À ma grande surprise, je l'avoue. Je n'étais même pas sûre que ce soit très correct, mais il a insisté. Il paraît que ça se fait. Nous ne sommes pas allés dans un vrai restaurant, il faut dire, mais dans une petite cafétéria tout à fait sympathique, propre et tout. J'ai pris une salade de fruits. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit, vois-tu, Dissay, et le père Joseph estime que je devrais te mettre au courant. Qu'est-ce que c'est? Avant que vous n'arriviez, j'avais certains projets, disons certaines ambitions. Cousine Eunice parlait d'une voix douce tout en remuant consciencieusement son thé d'un air songeur. Que père Joseph les connaissait, bien sûr. Il les avait approuvés, d'ailleurs, sous certaines conditions. Et depuis son approbation, j'ai eu la certitude que c'était, pour moi, la seule chose à faire. Faire quoi? Entrer dans les ordres, devenir religieuse, si tu préfères. J'allais entrer dans les ordres, et le père Joseph avait déjà fait les premières démarches pour moi. C'est une vie utile, tu sais. J'ai un compte d'épargne bien fourni, et je l'aurais apporté en dos à ma congrégation, en plus du produit de la vente de cette maison. Tu vois, je n'aurais pas eu de problème. Ça m'a l'air. Dissay cherchait que dire en pareille circonstance. Ça m'a l'air très bien comme idée. Cela vous irait bien d'être religieuse. Je crois. Tu crois? C'était ce que j'espérais, moi aussi.
Seulement, à présent, il n'en est plus question, bien sûr. Cousine Eunice secouait la tête, le regard embué. Maintenant que vous êtes là tous les quatre, le père Joseph dit que vous avez besoin de moi plus encore. C'est aussi accomplir l'œuvre de Dieu, bien sûr, que de s'occuper d'enfants abandonnés. Tout en parlant, elle regardait fixement quelque chose, par derrière l'épaule de Dissay, quelque chose ou n'importe quoi. C'est mon devoir, je le sais bien. Vous êtes ma famille à partir de maintenant. Ah, pardon. C'est mon devoir, je le sais bien. Vous êtes ma famille à partir de maintenant. Sa voix, douce comme jamais, vibrait de ferveur, d'exaltation et de sacrifice. Bon, j'ai pas mis la douceur, mais j'ai mis les trois autres. Vous êtes sûr que vous préférez renoncer? Hasarda Dissay. C'est la volonté du Seigneur, dit cousine Eunice en inclinant le front. Dissay but une gorgée de son thé, de ce thé qu'elle n'avait jamais aimé, et réfléchit un instant. C'est vraiment très, très gentil à vous, dit-elle au bout d'un moment. Cousine Eunice eut un pâle sourire. Parce que vous renoncez à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Ah, n'y pense plus, va. Ne parle plus. J'aurais préféré ne pas vous le dire, mais même à toi. Pas même à toi, mais le père Joseph m'a fait remarquer que nous devions absolument essayer de mieux que nous comprendre l'une et l'autre. De cette façon, vois-tu, si parfois tu me vois triste, tu comprendras, et tu compatiras, au lieu de te dire que tu as commis une quelconque erreur. Peut-être Maybeth est-elle faite pour devenir religieuse plus tard. Peut-être a-t-elle la vocation, et ce sera à moi alors de la guider. Peut-être qu'elle deviendra mon but dans l'existence. Dissay éprouva soudain l'envie de fuir, de ne plus entendre un mot, mais elle se raidit et resta coite. Le père Joseph m'a suggéré de vous adopter, afin de devenir votre tuteur légal. Et si Moma revient? Tu ne crois pas qu'elle en a fait? Tu ne crois pas qu'elle a fait la preuve de son inaptitude à élever des enfants? Cousine Eunice avait pincé les lèvres. Dissay ne savait quoi répondre. Cela dit, Dissay, il faut absolument que nous arrivions à discipliner Samy, toi et moi. C'est un véritable fauteur de troubles au centre aéré. Pas seulement aujourd'hui, tout le temps. Le père Joseph m'a dit qu'il t'en avait déjà parlé. Il faut vraiment mettre Samy au pas. Je ne me vois pas adopter un enfant qui sera une source d'ennui perpétuel. Tu es bien d'accord? Tu as vu ce soir, à table, comment il s'est comporté? Il faut à tout prix faire comprendre à Samy que sa conduite est inacceptable. Oui, mais... commença Dissay. Elle s'arrêta net et repartit sur une autre voie. Oui, mais comment faire? Il faudra que j'en parle avec le père Joseph. Il se demande si Samy ne serait pas mieux ailleurs que chez moi, mais il estime préférable pour le moment de lui laisser encore une chance. Ce serait mieux s'il y avait un moyen de vous garder tous ensemble, à son avis. Il se fait du souci pour Maybeth, aussi, est ce qu'il m'a dit, mais j'ai pu lui assurer que nous nous entendions bien, Maybeth et moi, et que tout s'arrangerait pour elle. Tandis que Samy... Je ne sais pas, je verrai. Le père Joseph s'y reconnaît. Le père Joseph s'y connaît, remarque, pour mettre les garçons au pas. James, par bonheur, est du genre docile. Quant à Samy, il faut absolument le ramener sur le droit chemin. Je ne voudrais pas qu'il me fasse honte. Dissay, parfaitement immobile, ne battait plus d'un cil. Mieux valait garder bouche close, de peur de dire une énormité. Cousine Eunice fit tressauter ses bouclettes. Elle poussa un soupir de soulagement. Eh bien, je me sens mieux, maintenant que nous avons parlé ensemble. Pas toi? Oui, vous serez comme ma famille, ma petite famille à moi. Si j'avais eu une fille, d'ailleurs, elle aurait peut-être ton âge. Vous grandirez, vous aurez des enfants à votre tour. Comme ça, quand je serai âgée, je ne me retrouverai pas seule. Tout comme mère n'était pas seule. En un sens, je suis contente de la situation. Pas toi? Et vous quatre, au moins, vous aurez une vraie maman. Une vraie maman? Nous en avons déjà une, se retint de crier Dissay, la rage au cœur. Patience, se dit-elle. Toutes ces décisions, c'étaient celles du père Joseph. Elles étaient provisoires. Elles auraient pu être pires. Ils restaient ensemble au moins pour un temps, c'était l'essentiel. Et ils avaient un toit. Dissay se disait qu'elle aurait dû éprouver la reconnaissance envers cousine Eunice, mais elle ne le pouvait pas. Tout ce qu'elle éprouvait,
C'était une terrible envie de pleurer.